Donc, je donne tout de suite la parole à Madame Dominique Traboulet, qui est médecin et psychanalyste et qui nous a préparé un panel de films. Il y en a 5, je crois, c'est ça? Il y en a 5. Oui, si on veut. Voilà, donc vous aurez des brefs extraits et vous aurez droit à un commentaire. Donc je lui donne la parole immédiatement et je pense que ça va donner à notre fin de journée un éclairage imagé qui sera utile pour nous tous. Voilà. Donc, merci d'être là. Je vais essayer d'examiner la longévité avec le biais du cinéma. Hein. Donc, il existe de nombreux films qui traitent de la vieillesse, mais en fait, rares sont ceux qui mettent en scène une personne âgée chez elle, dans le logement qu'elle s'est choisi et qu'elle doit réaménager, réinvestir au fil du temps. Évidemment, le cinéma n'échappe pas au tabou de notre monde contemporain qui dénie la mort et valorise la toute-puissance. Donc, nous sommes là pour examiner ça avec le cinéma et nous poser bien sûr 2 questions. Jusqu'où peut-on rester à domicile et n'existe-t-il pas dans le courant de la vie des moments de rupture où là il n'est plus raisonnable de rester chez soi. Donc je vous passe un premier film qui s'appelle Des figues en avril, qui est un moyen métrage d'un jeune réalisateur qui s'appelle Nadir Dendoun, qui a filmé sa mère qui déprimait parce que le père avait dû être hospitalisé pour une maladie d'Alzheimer. Donc, Des figues en avril. حضري اللي بخامة رحناك كل حد خميس فوالا نقيم مغارة نقول مزغط غيت الساء لا حديث قخام فوالا سي الدنيا دربي كتب انا كي سي المكتوب فوالا. Ça te fatigue pas de laver par terre, ça va? Bah, il faut تغير مغارة toute la journée sauf le fauteuil كان كي هاد خدمة مية قنطار نغسل قنطارهم هذا خدمة كيف هاد الفغور يفو الحركة كيما أنا وتغير مغارة كنت الصباح الميد العشاء sauf le fauteuil. Est-ce que tu vas voir papa tous les jours ou pas? Ou il y a des jours où tu te reposes? Ah, jamais. Jusqu'à ما تدور ستعكوس يفون تزرع البير يفون تزرع مغاري وفون تزرع مغاري وما تدور ستعكوس ما تدور ستعكوس يفون تزرع مغاري jamais تنجي مانيس jamais تجاري مانيس. Bah alors que pour vous c'est la honte un peu quand même. Bah bien sûr, voilà, bien sûr. Parce que c'est pas dans notre culture. Voilà. نكونوا ونطقرارا ونتغرا دريانا وسي نكونوا نتسكري حد وسي ما ولا حدا شرتشن ما ولا حدا شالسن من جمعين نكونوا نطقرا دريانا ونطقرارا ما ولا ونطقرارا مرة نكونوا كيا voilà. Mais est-ce que des fois le soir tu te sens seul ici des fois le soir? Ça peut dire des fois le soir. Bah oui, زرع ما هذاكش ما هذاكش غيماني ومي يفون العقل سيتو داش خدمه وننسى على العقل داش يخدم ربي يفو العقل سينو جي غنط با فوالا سينو ديك التماره يفو فوالا تعدي لها العقل هذيك الشماغ غادير لا راديو هذا ندير لا راديو ندير لا تيلي من بعد مي عيو غيبقى تتسويت في 10 جست تسلكا تزر لي ثيو تتسويت دينا
نغاري الله نغاري ربي غيفك العقل وغدير لنا الصحة فوالا ما تنشوى شي تدوق حاشا سوا كاين. Donc voilà, donc Messaouda, vous l'avez vu, se sent coupable d'avoir abandonné son homme. Et elle a besoin de parler. Parce qu'elle déprime et ça va pas du tout. Donc Nadir a pris sa caméra et a donné la parole à cette femme, comme il la qualifie, cette femme de l'ombre. Hein, et donc Nadir me dira lors d'un entretien qu'il a été le psychanalyste de sa mère à cette occasion. Voilà, donc vous avez vu qu'il la filme avec beaucoup de tendresse, avec son balai, sa serpillière, faisant le ménage, parce qu'elle tient beaucoup à ce que l'appartement soit propre, comme il l'a toujours été. Il la filme dans sa cuisine, le lieu, bien sûr, où elle a passé sa vie à faire la cuisine pour ses 7 enfants et son mari, et où elle continue à faire des beignets pleins d'huile pour ses amis. Donc il la filme avec ses bijoux, ses foulards, ses vêtements colorés. Alors elle est gaie, malicieuse, même quand elle parle de sa vie d'antan, et à la fois résignée quand elle voit ce qu'elle est devenue et tous ses espoirs qui se sont envolés. Donc c'est comme ça, c'est le destin, hein, elle est résignée. Et elle vit, elle nous montre comment je tiens debout. Alors comment je tiens debout ? Eh bien, c'est les visites à son homme, au père, comme elle dit, tous les jours. C'est aussi le marché, la télé, la radio et sans doute, on le devine aussi, le bavardage au marché. Ce qui n'exclut pas ces profonds moments de solitude, comme nous le montre cette dernière séquence où elle ne fait plus le café que pour elle-même. Voilà, donc là, je vais vous passer un deuxième film documentaire qui s'appelle La vie des gens, qui est un documentaire d'Olivier Ducret de 2014, qui va suivre une infirmière, Françoise. Il la suit pendant 1 an et elle fait sa tournée sur une trottinette. Ça va ? Bonne année. Mais vous êtes toutes mouillées. Mais il pleut. Ah, il pleut. Oui, Bon. vos cheveux. Vous allez prendre un parapluie pour aller au restaurant ? Oh, bah, je vais à côté alors. Je vais mettre la laque un peu et puis voilà. On y va ? Allez, ma chérie. Hop, hop, hop. Alors, vous peignez, c'est un exploit, hein, parce que vraiment, Si, faites-moi une jolie tête. je peux pas. On dirait un vieux plumeau. C'est ce que je suis, hein. Je ne vexe pas du tout. Oh, bah, je sais. On peut tout dire. Allez, debout. Alors, les petits bonbons. Ah, ça fait quand même quelques années, hein. Bientôt un siècle. Non, 93 au mois de mai. Hop. Il en fait deux. Hop. Voilà. Et la poire pour moi. Passez une bonne journée. Allez, à ce soir. Merci. Et bon appétit au restaurant. Je l'appelle l'étoile filante. Ça lui va bien, hein? L'étoile filante. Mais je savais pas que vous aviez 95. Et vous devez être ma doyenne. Parce que j'avais une centenaire, mais elle est partie en maison de retraite. Elle a eu 102 ans. Oh là là, vous direz pas. Non, elle a eu 103 ans le 23 mars. Elle est 10. Oui, mais ça fait longtemps. Elle voulait rester chez elle.
Elle a fait une bronchite. C'est beau encore, vous étiez un grand. 95, c'est bien. C'est beau, 95 ans. Oui. Vous auriez pensé y arriver? Hein? Bon, ben vous allez me tenir compagnie pour ce week-end de Pâques. Puisque vous bougez pas. À demain. À demain, des cigares. Salut. Voilà. En fait, il faut réussir la vieillesse des gens. Mais, s'ils se laissent faire, c'est vrai, ils sont tous différents, mais ils sont tous... pour le moment, ils sont à domicile, ils sont tous heureux. Ils vivent vraiment leur vie qu'ils ont toujours vécue. Ils sont dans leur appartement qu'ils ont aménagé à leur idée. Ils ont gardé leur identité. Oh, mais vous me dites tout ça. Pourtant, vous êtes un battant. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est l'hiver, vous n'arrivez pas à sortir dehors? Ouais. Pourquoi vous êtes foutu? Parce que j'ai mal partout. C'est des douleurs de vieillesse. Ça y est, c'est fini. Bah alors. Oh. C'est dommage de ne pas avoir le moral. C'est jamais brutal la mort, c'est doux. C'est pour ça que ça fait pas peur. Moi j'aime bien que c'est avec moi, je suis allée au bout. Voilà. Je suis allée au bout de ma mission. Jeudi 2 janvier 2014. Ouais. Salut. Elle va avoir lieu. Et c'est doux, c'est vrai, hein. Les annonces de cancer chez les gens jeunes sont beaucoup plus violentes que les morts des personnes âgées. Personne âgée, de toute façon, dans sa tête, elle s'est dit qu'elle va partir, elle sait l'âge qu'elle a. Elle n'en parle pas, mais elle le sait. Elle a peur de souffrir, elle ne sait pas quand ça va arriver, elle a un peu une incertitude, mais elle est prête. Elles sont toutes prêtes, hein, celles qu'on a là. Elle attend, elle laisse faire les choses. Les anciens, parce que ça ne dure pas éternellement. Ça passe vite. Ça passe vite. Alors, faites le maximum et profitez-en le plus possible. Parce qu'une vie, vous savez, on a l'impression que c'est long, c'est pas long du tout. Hein. Moi, j'ai l'impression que j'avais 20 ans hier, ou avant-hier. Eh oui. Ça passe vite, très vite. Maman, Allez, bonne soirée. à demain. Merci. De rien. Voilà. Alors, profitez bien de votre jeunesse. Parce que après, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Non. Donc, à la vitesse de l'éclair, sur sa trottinette, l'étoile filante passe d'un patient à un autre. Mais elle est bien plus qu'un distributeur de médicaments, celle qui fait la toilette, qui coiffe, qui met les oreilles. Elle met aussi des mots sur l'indicible de la maladie, de la solitude, de la vulnérabilité de la personne âgée. Et elle le fait sans tricher, c'est-à-dire qu'elle leur dit, ben oui, c'est comme ça. Parfois avec des mots un petit peu durs, en disant bah oui, ben c'est ta vie, ben c'est comme ça, il faut la vivre. Ou bien ben voilà, c'est une maladie de la vieillesse, bah oui, pourquoi pas. Hein, et donc, mais elle est là et elle leur montre à ces personnes âgées qu'elle est là pour les accompagner et les accompagner jusqu'au bout. Hein. Et elle a cette phrase formidable où elle dit d'une patiente, bah, elle est décédée parce que elle a démissionné de la vie. Hein. Donc le patient sait qu'elle est là pour elle. Non, le patient, le patient sait qu'elle est là pour eux, hein, pour ses patients, pour les accompagner jusqu'au bout, avec cette énergie de vie qu'elle leur donne.
Et eux-mêmes savent qu'ils sont importants pour elle, parce que elle-même, c'est sa vie d'être là, à soigner, apaiser et amener jusqu'au bout. Elle dit même d'être là jusqu'à la mort des gens, ben, c'est un beau cadeau qu'ils me font. Hein. Et c'est que du bonheur que d'aller voir ces personnes âgées. Donc la caméra est du côté de Françoise. Vous avez vu qu'elle est un peu agitée par moments et la caméra la suit tout le temps. Mais aussi la caméra sait s'arrêter à certains moments sur un gros plan d'un visage, sur une main, sur une mimique, sur des photos, des objets qui nous racontent l'histoire de ces gens, parce qu'ils restent chez eux dans ce cadre de vie qu'ils se sont choisis et avec tous leurs objets et tous leurs souvenirs autour d'eux. Et on voit aussi le gros plan de Monsieur Sermet, qui était un professeur d'ophtalmologie à Paris. Et ce gros plan avec cette lèvre qui tremble un peu nous montre toute l'intensité de ce qu'il a à nous dire, c'est-à-dire profiter de la vie tant que vous l'avez, parce qu'après, ça n'est plus pareil. Hein. Donc on voit aussi ces pièces vides, ce grand salon de cette femme qui a sans doute accueilli beaucoup de gens et qui là maintenant est vide. Et dans cet appartement, c'est le lit maintenant qui est investi. Hein, on voit ces corps qui ont du mal à s'habiller, qui ont du mal à marcher. Et ben voilà, hein, c'est ça aussi la vieillesse. Et cette infirmière ne va s'apitoyer là-dessus. Elle ne triche pas, c'est comme ça, mais elle est là pour les accompagner jusqu'au bout. Et Olivier Ducret nous livre là un très beau documentaire avec ces tons en bleu-gris de fin de journée ou cette brume sur le Rhône ou la Saône, c'est tourné à Lyon. Et la fin avec cette grande roue qui tourne comme tourne la durée de la vie. Donc maintenant, après avoir vu ces personnes qui restent à domicile, je vais vous proposer 2 films qui nous questionnent sur jusqu'où peut-on rester à domicile. Donc le premier film, vous l'avez peut-être vu, c'est le film Amour de Michael Haneke qui a eu la Palme d'Or en 2012. Donc Georges, qui est interprété par Jean-Louis Trintignant, et Anne, qui est interprétée par Emmanuel Riva, sont des gens cultivés, des musiciens qui vivent une retraite paisible jusqu'au moment où Anne va faire un accident vasculaire cérébral et là, tout va basculer. Donc j'ai choisi l'extrait où elle rentre de l'hôpital pour revenir chez elle. Où veux-tu Dans le salon. Tu veux que je fasse du thé? Viens d'abord t'asseoir près de moi. Pardon. Tu viens m'aider à m'asseoir dans le fauteuil? Oui, bien sûr. Viens là tout près. Mets tes genoux contre les miens pour que je ne glisse pas. Entoure-moi de ton bras droit. Et lève-moi. Et hop!
tellement content que tu sois revenu. Moi aussi. Promets-moi une chose. Quoi? Je t'en prie, ne me ramène plus jamais à l'hôpital. Quoi? Tu me le promets? Anne. Tu me le promets? Anne. Ne parle pas. N'explique rien. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Rien. Ne dis rien, voilà. D'accord? Donc cet extrait nous montre ce formidable moment d'émotion où Georges et Anne se retrouvent enlacés l'un à l'autre et avec les regards qui se croisent et qui évoquent sans doute d'autres moments d'intimité. Georges est profondément troublé. Hein. Il arrive, il s'assoit, il ne sait pas où placer le fauteuil. Et ce long plan, c'est un plan fixe qui est très long. Et où on les voit tous les deux en face à face. Et ça montre pour le spectateur que lui aussi est impliqué dans cette scène, mais qu'il en est un petit peu à l'écart et il est complètement impuissant, comme est aussi Georges face à cette femme qui est complètement, qui revient handicapée chez elle. Tout le décor est inchangé, mais leur vie est bouleversée. Donc avec ce décor aussi, on voit un peu quelle est l'histoire de ces gens. On voit la belle bibliothèque avec les livres qui sont là, les disques, la chaîne stéréo, tout est bien rangé avec des meubles de style, des tapis. Et on imagine cette vie d'intellectuels retraités et comment ils ont pu vivre. Et la chute, effectivement, est d'autant plus terrible. Le film est du point de vue de Georges, qui est porté par son amour, cet extraordinaire amour pour cette femme qu'il a sans doute beaucoup admirée. Anne, par contre, enfin c'est mon avis, est une vieille dame digne, mais aussi volontaire. Je pense qu'elle a su maîtriser sa vie et elle veut assumer le handicap. Et les paroles qu'elle dit à Georges, cette promesse qu'elle lui demande et cette phrase où elle lui dit « rien, ne dis rien », c'est absolument terrible. Hein, parce que lui, il est porté par ses paroles d'amour et il va montrer tout son amour jusqu'à la fin du film, où il va être là pour lui chanter des chansons, lui raconter des histoires et mettre des mots sur cet indicible, sur ce déclin épouvantable de cette femme qui est là et il assiste impuissant à ce déclin terrible. Et l'appartement, on le voit, c'est un appartement où il y a peu de fenêtres et les fenêtres ne donnent pas sur une ouverture sur la vie. Et cet appartement, ils sont enfermés dans cet appartement, hein, comme ils sont enfermés aussi par cet amour, parce que c'est beau l'amour, mais là, il devient absolument terrible parce que elle refuse, elle veut que lui soit là pour elle. Alors il assume au maximum mais jusqu'à un certain point. Hein. D'ailleurs, les morceaux de musique qui sont joués dans le film n'iront jamais au bout. La musique s'arrête et montre une intimité qui devient tragique. Donc, Haneke, par ce film, nous posait la question comment fait-on pour supporter la souffrance d'un être qu'on aime ? Sa réponse, que je vous invite à aller voir
à aller voir le film, eh ben, cette réponse sera terrible. Mais je vous laisse le voir. Donc, dernier film, c'est le film The Father de Florian Zeller, que vous avez vu sans doute puisqu'il est passé en 2012. Et avec un formidable interprète qui est Anthony Hopkins. Et ce film a reçu 2 Oscars. Donc, on va passer l'extrait qui nous montre comment Anthony, qui porte effectivement le même prénom qu'Anthony Hopkins, arrive en fin de vie et perd toute notion de la réalité. Les extraits. Papa? Ah, tu es là. Qu'est-ce que tu fais ici? À ton avis? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Dis-moi. Je te le dis, c'est rien passé. Il ne s'est rien passé? Non. Je viens de l'avoir au téléphone. Et alors, qu'est-ce que ça prouve? Non, tu ne peux pas te comporter de cette façon. Mais je suis chez moi, c'est invraisemblable. Tu débarques chez moi comme si... Je la connais pas, moi, cette femme. Je lui ai rien demandé. Elle est là pour t'aider. Mais pour m'aider à quoi? Je n'ai pas besoin d'elle, je n'ai besoin de personne. Oh. Elle m'a dit que tu l'avais traitée de petite garce ou je ne sais plus quoi. Peut-être, j'ai oublié. Elle était en larmes. Seulement parce que je l'ai traitée Non, de... elle m'a dit que tu l'avais menacée physiquement. Moi? Physiquement? Tu vois bien qu'elle ne sait plus ce qu'elle dit. Cette femme est en plein délire, crois-moi. C'est mieux qu'elle parte, je t'assure. D'autant que... Que quoi? Je ne voulais pas te le dire, mais si tu veux tout savoir, je la soupçonne de... De quoi? Je la soupçonne de me voler. Angela? Mais non, qu'est-ce que tu vas imaginer? Je te le dis, elle m'a volé ma montre. Oui. Ta montre? Oui. Tu n'aurais pas tout simplement perdu? Non. J'avais déjà des soupçons, alors je lui ai tendu un piège. J'ai laissé ma montre bien en évidence, pour voir si elle la piquerait. Où? Tu l'as laissée où? Bon, bah, quelque part, je me rappelle pas. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est introuvable. Introuvable. C'est cette fille qui me l'a piquée, je le sais. Qu'est-ce que tu as? Je ne sais plus quoi faire. Il faut qu'on parle, papa. C'est pas ce qu'on est en train de faire, là? Non, je veux dire sérieusement. C'est la 3e personne que tu... Mais puisque je te dis que je n'ai pas besoin d'elle, ni de personne d'autre, je me débrouille très bien tout seul. Ah. J'ai eu du mal à la trouver, tu sais. C'est pas facile. Hein. Elle me semblait très bien, cette fille. Elle avait des qualités. Et maintenant, elle ne veut plus travailler ici. Tu n'écoutes pas ce que je te dis, Anne. Cette fille m'a volé ma montre. Je ne vais pas vivre avec une cambrioleuse. Tu comprends? Tu as regardé sous la baignoire? Quoi? Sous la baignoire. C'est là que tu caches tes objets de valeur. Comment tu le sais? Dis-moi la vérité. Je ne sais pas, je le sais, c'est tout. Tu as fouillé dans mon... Mais non. Alors, comment tu sais que mes objets de valeur... Je ne sais plus, je l'ai découvert par hasard. Oh, toi alors. Papa! Papa! Où tu vas? C'est bien chez moi, ici. Hein? Anne? Non? Dis-moi, Anne, c'est bien mon appartement. Non? Oh. Merci.
En fait, je m'occupe des autres. Des autres? C'est mon travail. J'aide les personnes qui en ont besoin. Oh, bon, comme une de ces filles que tu cherches à tout prix à me recaser. Ça doit être un métier difficile. Passer ses journées avec... Oh, moi j'aurais ça en horreur, pas vrai? Et vous alors, qu'est-ce que vous avez fait dans la vie? Moi, j'étais danseur. Ah oui? Oui. Papa, Quoi? tu étais ingénieur. Qu'est-ce que tu en sais? Ma spécialité, c'était les claquettes. Vraiment? Bah, ça a l'air de vous étonner. Oui, un peu. Pourquoi vous ne me croyez pas? Vous ne me voyez pas faire des claquettes? Si, c'est juste que j'ai toujours adoré ça. Vous aussi? Wow, mais j'ai de beaux restes d'ailleurs. Regardez. Aïe! Sans sas. Pourquoi vous riez? Pour rien, désolé. Désolé. Ça y est, je sais à qui il me fait penser. À qui? À Lucie quand elle avait son âge. Lucie? Mon autre fille. Si, il y a quelque chose. Tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose? Oui, peut-être. Oui. Oui, cette manière insupportable de ricaner. Donc, jusqu'où peut-on accepter qu'une personne âgée reste chez elle? Quand la mémoire défaille, quand les repères spatio-temporels sont complètement troublés, quand l'aide à domicile a atteint sa limite, quand les aidants et la famille sont complètement épuisés, alors comment faire? Est-ce que il y a une obligation à hospitaliser ces personnes âgées? Alors Florian Zeller ne nous donne pas de réponse, mais il engage chacun à trouver sa propre réponse. Et pour cela, il va nous mettre chaque spectateur dans le chaos mental d'Anthony. On voit bien Anthony, pour ceux qui travaillent avec ces personnes âgées qui perdent tous leurs repères, il a perdu sa montre. Pendant tout le film, il cherche sa montre. Il agresse les aidants. Il pense que ce sont les autres qui sont malades, c'est sûrement pas lui. Il n'a pas besoin des autres, il peut se débrouiller tout seul. Et à côté de ces moments-là, il y a des profonds moments quand même de lucidité. Et on voit ce gros plan où il est là à dire mais c'est bien mon appartement, où il a un doute et où on sent toute cette douleur intérieure, où il se rend compte qu'il n'est plus très lucide. À côté de ça, il y a ces moments d'euphorie, comme on rencontre aussi chez les gens d'Alzheimer, où ils s'imaginent avoir été un danseur de claquettes. Donc, Florian Zeller nous place dans la peau d'Anthony. Et avec lui, nous vivons, nous aussi, ces pertes de repères. Nous vivons cette vulnérabilité, cette faiblesse, ce désarroi le plus total. Et je vous avoue que moi, la première fois que j'ai vu le film, j'en suis sortie en me disant que j'étais complètement folle. Et je sais pas, vous avez peut-être vu ce film, mais c'est époustouflant la façon dont se prend le réalisateur pour nous faire rentrer dans la tête d'Anthony. Alors comment y parvient-il? Eh bien, il y a un seul plateau pour situer l'appartement d'Anthony, l'appartement de sa fille et l'appartement de la maison de retraite où il sera plus tard. Ce sont les mêmes pièces, la même disposition des pièces, le même couloir, les mêmes portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Seulement, il y a des petites modifications dans un tableau, dans des chaises, dans la couleur des fauteuils qui nous font penser à nous, spectateurs, que finalement, on n'est pas dans le lieu et le temps où on croyait être. Et c'est comme ça que nous sommes, nous aussi, complètement troublés. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aussi la fille, Anne, est incarnée par deux actrices. La première qui est Olivia Colman et une autre qui est Olivia Williams, pour montrer justement comment à la fin il ne reconnaît même plus sa fille.
Donc nous sommes troublés, mais après tout c'est la magie du cinéma, alors laissons-nous aller. Donc nous sommes là aujourd'hui pour penser la vieillesse avec le cinéma, et les politiques actuelles sont plutôt pour le maintien à domicile des personnes âgées. Mais on voit bien que finalement, c'est pas si facile que ça, qu'il n'y a pas une bonne solution pour tout le monde. Il n'y a pas une personne qui sait le bien pour l'autre. Et il est très difficile d'ailleurs de penser la vieillesse. Et le cinéma, peut-être, en nous mettant dans des situations que nous n'avions pas imaginées, ou surtout aussi des situations que nous ne voulons pas voir parce que ça nous dérange de trop, eh bien le cinéma va nous aider à penser la vieillesse, à revisiter nos émotions, à revisiter notre existence dans sa plus grande fragilité et dans ce qu'elle a aussi de plus vrai. Est-ce que j'ai le temps un petit peu, 5 minutes en plus ou pas? Non, non, c'est parce que il y a juste, pour être plus joyeux, un dernier extrait que je voulais passer de Paolo Sorrentino. De Paolo Sorrentino, qui s'appelle Youth, donc la jeunesse, où il met en scène un homme, c'est une histoire vraie je crois, d'un compositeur de musique, puis ça fera le lien avec la suite, qui est devenu un homme complètement apathique, un vieillard apathique, qui ne veut plus rien et qui ne désire plus rien. Et puis vous allez voir que et en froissant un papier, on entend le son du papier. Après, il entend un enfant qui joue avec son violon sa chanson simple, un peu maladroitement. Il s'imagine en chef d'orchestre devant des vaches dans la montagne. Et tout ça fait que son désir renaît. Son désir qui était né d'une voix, puisqu'on a tous un désir de vivre, un désir de faire des tas de choses, et qui est né quelque part dans le plus profond de notre enfance. Et ce désir est enfoui, et les personnes âgées très souvent vont enfouir ce désir, et là, voilà, il renaît pour notre bien et pour le grand frisson, comme il nous avait dit, le grand frisson du désir. Je suis sûr que vous n'avez pas oublié votre savoir-faire. Non, je n'ai pas oublié mon savoir-faire, comme vous dites. Le prince Philippe et sa majesté seraient tout simplement ravis de vous entendre diriger vos célèbres chansons simples. Ah. Il est hors de question que je dirige mes chansons simples. Et pourquoi donc? Raison personnelle.
Eh bien, merci beaucoup pour ces extraits, dont certains sont quand même très, très émouvants. Moi, je crois qu'on peut applaudir cette présentation. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent intervenir ou dire quelques mots pour nous donner quelques minutes? Voilà, Madame et Monsieur Cornet, est-ce qu'on peut apporter... Pour vous remercier de votre intelligence sensible qui nous a transportés là, je voulais juste vous raconter une petite histoire dans le même ordre d'idée. Mon père est mort de l'asbestose, mais il avait été boxeur et il avait une maladie assimilée à Alzheimer, donc il n'était plus là. Et je suis allée lui dire adieu à l'EHPAD. Il était dans la grande salle commune, il y avait plein de monde autour, et je lui prends la main, je lui dis « Papa, je t'aime jusqu'à la fin du monde ». Et il est revenu et il m'a dit « Moi, ma fille, je t'aime juste jusqu'à la fin de ce jour ». Et il est reparti. Et tout le monde s'est arrêté de parler, personne n'en revenait, et il n'est jamais revenu, il est mort quelques jours après. Je voulais juste vous raconter ça en hommage à cette journée et puis à ce que vous nous avez fait partager. Merci. Merci. Oui, moi je voulais vous remercier pour ces visions, mais je me souviens d'un film qui était plus positif, qui s'appelait Les Intouchables, où il y a une personne handicapée, âgée, et qui est aidée par quelqu'un, qui l'aide à revivre et même à le monter dans un avion pour voir, pour vivre au fond une vie qu'il n'avait jamais vécue. Donc, je pense qu'il y a les deux choses dans la vie. Il y a ceux qui ont encore une capacité positive pour accepter une aide, et puis il y a aussi le problème, le rôle et l'acceptation de l'entourage à la diminution des capacités fonctionnelles. Et ça me pose la question, mais finalement, avant d'en arriver là, est-ce qu'on ne veut pas, et c'est la question qui est posée, choisir de quitter la vie librement? Et je pose la question au médecin Jean-Pierre Aquino, parce que c'est un grand débat qui existe, qui a été résolu ailleurs, qui pose des problèmes éthiques importants, mais je crois que moi qui arrive à un âge déjà plus que canonique, j'ai le droit de me poser cette question pour ne pas penser un jour imposer à mes enfants ce que vous avez vu. Oui, c'est une question très actuelle. Je crois qu'il n'y a pas de réponse comme le maintien à domicile jusqu'au bout. Oui. Donc, il n'y a pas de solution qui serait valable pour tout le monde. Je crois que c'est à chacun d'exprimer ses désirs. Parce qu'on a tous un désir de vie, un élan de vie. Et ça, c'est pas quelqu'un d'autre qui peut le mesurer. Je crois que c'est à chacun de montrer cet élan jusqu'où il va nous porter. Et je pense que nous avons là deux personnes de centenaire et on voit que il y a un élan en chacun et qui nous porte. Et et personne ne peut dire à notre place ce qui est bon pour nous. Je crois que c'est à chacun de voir et d'en avoir la possibilité. Très bien, donc merci beaucoup pour cette séance, vraiment, cette suite de films. Je m'aperçois que j'ai complètement oublié de me présenter. Je suis handicapé par rapport à vous tous qui êtes des spécialistes. Moi, je suis un généraliste. Donc, en fait, j'ai travaillé au ministère des Finances, au commissariat général du Plan. Je me suis pas mal engagé dans le monde associatif, dans la lutte contre le chômage. Je suis encore président du Centre culturel de Cerisy. Et avec un organisme qui s'appelle le Pacte civique, nous avons fait un colloque sur le grand âge.
je suis intervenu dans le lancement du CNR Bien Vieillir, où on m'avait demandé d'intervenir en même temps que le président de la FAGE. Donc il y avait, je dirais, un jeune et un moins jeune. Voilà. Donc voilà à quel titre je suis là. Donc je ne suis pas un spécialiste, mais je suis bien sûr intéressé par le sujet. Voilà. Pardon de rattraper en cours de route ce que j'aurais dû faire plus tôt. Alors maintenant, nous passons à la deuxième partie de notre table ronde. Et donc Madame Anne-Marie Hergis, neuropsychologue qui travaille à Paris Descartes, voilà, va nous parler des activités artistiques, plus particulièrement théâtrales, et il y aura également quelques vidéos, quelques films. Voilà, donc je lui passe la parole. Quelques vidéos. Voilà, merci à Pauline Lenellet de m'avoir invitée. Alors, je suis professeure de neuropsychologie du vieillissement à Paris Descartes, qui est maintenant Paris Cité. Et je travaille depuis longtemps sur la prise en charge des troubles de mémoire et de comportement de patients Alzheimer. Et de par aussi des recherches sur les liens avec les émotions, j'en suis arrivée au théâtre. Donc c'est pour ça que depuis maintenant 10 ans, je fais des ateliers à médiation artistique. Donc j'ai commencé par le théâtre à Paris, et puis ensuite j'ai fait des ateliers aussi, monter des projets, à chaque fois avec des artistes professionnels en Guyane. Donc je ne vous dirai pas pourquoi en Guyane, ce serait une trop longue histoire, mais voilà, ça fait 20 ans que j'y vais. Donc le premier projet a été soutenu par France Alzheimer, et donc c'était des ateliers théâtre avec suivi d'un spectacle. Il s'est avéré au fur et à mesure, parce que j'en suis là 7 projets et demi, parce qu'il y a eu la Covid qui nous a coupé en plein vol, et je vais reprendre ces ateliers. Donc, d'abord le théâtre, et puis ensuite, c'était des ateliers avec du théâtre, danse, chant et peinture, pour comparer les effets bénéfiques du théâtre sur les fonctions cognitives, l'humeur, le comportement, la qualité de vie, l'estime de soi des patients Alzheimer. Alors pourquoi le théâtre ? Moi, ça me paraît être un art complet, parce que ça fait travailler le corps, la voix, les gestes, les mouvements, la présence scénique. Ça améliore la capacité d'improvisation et d'adaptation sur scène. Ça permet d'améliorer les compétences en communication et à l'épanouissement, au dépassement de soi. C'est une école, comme disait le premier metteur en scène avec qui j'ai travaillé, c'est un peu une école de courage, puisqu'il faut se dépasser, il faut monter sur scène pour faire un spectacle. Alors au début, moi je m'occupais de la partie scientifique, c'est-à-dire faire des évaluations avant et après les ateliers, pour étudier les effets bénéfiques de ces ateliers, sachant qu'il n'y aurait peut-être pas toujours la possibilité de faire un spectacle. Et en fait, c'est devenu une évidence au fur et à mesure que le temps passait, que le spectacle, c'est la cerise sur le gâteau. C'est ce qui permet aux patients de montrer qu'ils peuvent participer à une œuvre artistique avec d'autres personnes, devant leurs amis, devant leur famille, devant leurs médecins, devant des personnes qu'ils ne connaissent pas. Et ils auraient été très déçus, même s'ils avaient peur au début. Quand ils commencent les ateliers, tout le monde avait un petit peu peur. Mais c'était évident qu'il fallait faire un spectacle, non pas pour montrer ce qu'ils avaient appris dans les ateliers, mais pour se faire plaisir avant tout, pour participer à ces spectacles. Alors, je vais montrer un extrait de vidéo. Donc, c'est un petit peu un hommage aussi. C'était le premier spectacle, le premier projet qu'on avait fait. Et Francis Eustache, donc à Caen, et Hervé Platel, donc, nous avaient invités avec notre troupe, c'était 8 mois après le premier spectacle, à faire une représentation à Caen, avec les patients donc, qui ont été déplacés. C'était toute une expédition en minibus. On a failli en perdre un au retour, qu'on ne trouvait plus. Il y a eu des recherches sur le campus la nuit, et ce patient-là, on l'a retrouvé sur scène, qui était prêt à recommencer le spectacle, qui voulait plus partir. Alors là, il y a quelques extraits de la répétition.
Il faut dire que ces patients... Alors oui, une chose que j'ai oublié de dire, c'est que dans tous les projets, on a mis ensemble des patients Alzheimer et des seniors qui n'avaient pas de troubles cognitifs pour ne pas enfermer les patients entre eux. Il y avait une ouverture sur l'extérieur. Et tous les patients appréciaient ça parce qu'ils disent oui, dans les ateliers de simulation et de ceci, on est toujours entre malades, et certains qui n'avaient pas conscience d'avoir la maladie d'Alzheimer dit vous avez-vous celui-là, j'espère que je ne vais pas devenir comme lui. Et donc là il y avait comme un challenge pour les patients qui se rendaient compte pendant les ateliers qu'ils avaient des difficultés. Également, ça a permis de lever les préjugés chez les seniors qui, pour certains, avaient peur de travailler avec des patients Alzheimer parce que ça les renvoie à l'image de ce qui pourrait leur arriver puisqu'ils avaient le même âge. Et au final, il y avait, ça c'est un petit peu le fait des ateliers, la dynamique de groupe qui se crée dans une troupe de théâtre, c'est qu'il y a une entraide, il y a une confiance mutuelle qui se développe et on a pu voir pendant les spectacles l'entraide des uns envers les autres et que tout le monde a perçu. Alors voilà, donc je vous montre cet extrait avec interview de Francis Eustache et puis quelques extraits de répétition. Vendredi 19 septembre 2014, en plein cœur de la Semaine de la Mémoire, l'Amphi Pierre d'Or accueille la pièce de théâtre Arts et Mémoire. Sur scène, des personnes âgées, dont certaines atteintes de la maladie d'Alzheimer. Les patients Alzheimer qui jouent une pièce de théâtre, il faut le voir pour le croire. C'est une démarche extrêmement audacieuse qui a été mise en place par Anne-Marie Hergis, qui est professeure à l'Université Paris-Descartes, avec un metteur en scène. Et donc c'est un jeu organisé avec des sujets âgés qui ne sont pas malades et des patients qui sont malades. Et il y a là aussi toute une interaction qui se crée, il y a une dynamique, il y a un aspect émotionnel, il y a la puissance artistique, je pense, qui est très importante, qu'on retrouve également dans d'autres interactions artistiques. C'est vrai pour la musique, c'est vrai pour le chant, c'est vrai pour l'art-thérapie sous la forme de peinture, de tableaux. Et là, on touche à un domaine sur lequel les scientifiques ne s'étaient pas tellement attardés ces dernières années. Et c'est toute la sphère des approches thérapeutiques non médicamenteuses de ces maladies qui sont vouées, à mon avis, à un développement très important. Alors, on va attendre jusqu'à quand ? Aucune idée, mais on peut y aller. Anne-Marie Hergis, professeure de neuropsychologie du vieillissement, est à la tête de ce projet ambitieux. Son objectif ? Améliorer les capacités de mémoire des participants. On pensait au départ... Alors, je vais passer, puisque c'est ce que je vais vous dire là de vive voix. Alors, donc, dans ces ateliers, donc, c'était à la fois artistique avec les artistes avec qui j'ai collaboré, et puis la partie scientifique dont je vous ai parlé. Donc il y a eu 4 projets comme ça à Paris, et puis 3 donc et demi en Guyane. Ça c'est le deuxième qui s'appelait le bal de la vie, où là on avait travaillé avec donc un metteur en scène, une chorégraphe, une chanteuse et puis un peintre qui a fait ces magnifiques masques. Et voilà, notre souhait, notre hypothèse, c'est que faire ces ateliers, ça pourrait améliorer la mémoire, enfin l'humeur, la mémoire, l'attention, l'humeur, la qualité de vie des personnes âgées. Alors là, je vais passer rapidement. Donc, ce qui était intéressant, ce qui m'intéressait aussi dans le théâtre, c'est quelles sont les stratégies qu'utilisent les acteurs pour retenir des textes, des longs textes. Donc, et donc à quelle fonction cognitive ça peut correspondre et qu'on utilise quand on fait de la prise en charge des troubles de mémoire. Donc il y a l'enrichissement par l'imaginaire. Je vous dis ce qui est entre parenthèses parce que c'est plus, c'est moins technique. Adopter la perspective du personnage. Établir des liens entre le matériel à apprendre et des expériences personnelles. Je reviendrai un tout petit peu dessus après. Mémoriser ses propres idées plutôt que celles des autres. La congruence à l'humeur, c'est-à-dire accorder ses émotions avec celles véhiculées par le texte. Prendre en compte les détails qui rendent quelque chose d'unique.
Et puis donc déterminer, décomposer les rôles, les intentions d'un personnage, et qui ferait appel dans ce qu'on appelle les fonctions exécutives, c'est-à-dire la flexibilité mentale, l'anticipation, un peu la planification d'action. Et le metteur en scène avec qui j'ai travaillé, là, le premier a été travaillé sur les méthodes de Stanislavski, de la mémoire sensorielle. Ce qu'on appelle la mémoire affective, c'est stimuler cette mémoire, faire affleurer, en se remémorant des expériences passées, faire affleurer des émotions pour les utiliser afin de nourrir les personnages à incarner. Et c'est des méthodes qui ont été utilisées dans l'Actor Studio, donc les grands acteurs de l'Actor Studio ont utilisé ces méthodes-là. Stanislavski était allé, je crois que c'était à Los Angeles, pour travailler avec eux. Et puis il avait utilisé aussi, ce que le metteur en scène a utilisé également, c'est l'improvisation, qui a plein d'effets pour développer l'empathie, vaincre la timidité, s'ouvrir aux autres, utiliser son langage corporel. Et ce qui était très intéressant avec nos patients, c'est que certains n'osaient pas au début faire de l'improvisation. On avait un patient qui était à un stade assez modéré de la maladie d'Alzheimer, qui au début prenait un livre, faisait semblant non, moi ça m'intéresse pas. Et puis un jour il s'est levé, il s'est mis à participer aux exercices d'improvisation et il ne perdait pas le fil. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui avait des problèmes de mémoire, il pouvait suivre les allers-retours verbaux entre différents partenaires et puis être tout à fait pertinent. Donc ça, c'était vraiment extraordinaire à voir. Donc là, c'est un extrait aussi de répétition en Guyane. Donc on change d'atmosphère. C'est beaucoup. On va maintenant parler d'une comédie musicale un peu particulière. Ce soir, à l'Ancre, une quinzaine de comédiens amateurs se produiront sur scène. Pendant 5 mois, ils ont suivi des ateliers de théâtre, chant et danse. Ils se sont ensuite réunis pour la préparation d'un spectacle. Particularité, la plupart sont des personnes âgées, dont certaines ont la maladie d'Alzheimer. Le spectacle s'appelle Le bal de la vie. Vanessa Porphyre et Christian Cholot ont suivi l'une des dernières répétitions. On en parle juste après avec le metteur en scène. Une plongée dans le passé au temps de la fête de Cayenne dans les années 40. Sur scène, une majorité de seniors côtoient les jeunes fées de la soirée, Taïna et Cassandra. Patrick Moreau, le metteur en scène, tel un chef d'orchestre, coordonne cette troupe attachante de comédiens amateurs. Je suis une fée et en même temps j'aide les personnes âgées en fait à faire leur rôle aussi, on va dire ça. Et puis pour ceux qui sont sur la scène, moi j'aime bien. On partage et puis c'est bien. Et puis là c'est amusant parce qu'il y a le groupe théâtre qui nous a rejoints et on a pu découvrir nos différents talents. Comme on est à la retraite depuis bientôt 20 ans, ma femme et moi, on voit de moins en moins de monde. Puis voilà, donc là on voyait un peu de monde, on sort, ça nous fait sortir. Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Et puisque la cour ne dort pas, eh bien écoutez. Sur les planches, des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou pas sont réunies autour de ce projet intitulé Le bal de la vie. Une rencontre pour briser certains tabous et mieux comprendre ce qu'est cette maladie, tout en utilisant une approche artistique et scientifique. La danse, ça fait travailler la mémoire, ça fait travailler aussi au niveau physique, ça fait travailler l'équilibre. La musique. Bon, là, je vais passer aussi. Donc là, c'était pour souligner le côté intergénérationnel. Dans plusieurs spectacles, on a fait participer des jeunes. Là, c'était 2 jeunes enfants. Donc, qui ont pris leur rôle très à cœur d'aider les personnes âgées, puisqu'on les laissait sur scène. On avait mis des grandes tables pour qu'il n'y ait pas à rentrer, sortir des coulisses. Et les 2 petites filles, elles avaient 12 ans, je crois, 11-12 ans. En fait, elles les aidaient pour changer de tenue, mettre des accessoires. Et puis, comme c'est le bal de la vie où tout le monde se réunit, elles répandaient, parce que c'est très prisé en Guyane, elles répandaient des cancans d'une table à l'autre. Donc ça faisait aussi partie de leur rôle. Et la petite, la Taïna, a fait participer à 2 spectacles et maintenant elle veut faire du théâtre. Alors le rôle de la musique, je vais
pas m'attarder parce que Hervé Platel va en parler beaucoup mieux que moi. Mais le rôle de la musique, donc, aussi permet de récupérer des souvenirs anciens. Ça fait affleurer des souvenirs. Donc, la musique peut susciter des souvenirs avec un contenu plus émotionnel et récupérer plus rapidement. Alors, dans tous les spectacles qu'on a faits, il y avait des projections. Donc, qui étaient pour replonger les acteurs et les spectateurs dans l'ambiance des années 60-70. Donc, on avait fait tout un montage de diapos et de petits films. Donc, et les spectateurs participaient aussi au spectacle, puisque dans les chansons, donc là, je vais vous montrer juste un petit extrait. Je pense que ça va bien vous réveiller. Non, il veut pas. Bon, bref, il veut pas partir, c'est pas grave. Et donc, voilà, c'est un extrait de chanson de Paul Naref, il y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, donc, etc. Donc, et puis tout le monde reprenait en chœur dans la salle. Et puis on a créé dans une deuxième pièce des univers avec, on travaille sur des vieux papiers peints vintage et puis incrustation de photos où chaque patient ou participant âgé évoquait des souvenirs par rapport à ces photos. Et donc, au fur et à mesure aussi des répétitions, les souvenirs s'enrichissaient de détails parce qu'ils replongeaient dans ces souvenirs passés. Voilà, donc ça c'est un autre patient. Et on a fait pareil avec la Guyane, donc on a projeté des photos. Et donc là, dans cette photo en bas à droite, d'ailleurs c'est amusant parce qu'il y a des gens dans la salle qui se sont reconnus jeunes. Et donc ça a rajouté aussi à l'ambiance. Là, il y avait une personne qui parlait d'une aventure sur ce bateau-là. Donc on avait réussi à retrouver le bateau et en plus quelqu'un qui avait écrit une chanson sur ce bateau, donc il y a eu du chant et de la danse aussi autour de cette histoire. Donc voilà le décor de ce spectacle, le bal de la vie. Donc là, c'était rapidement la... Non, c'est bizarre. Donc là, je vais bientôt terminer. Là, il y a une diapo qui s'est incrustée au mauvais endroit, que vous avez déjà vu. Donc là, on parle d'art participatif, puisque là, c'est des arts vivants. Et donc, avec un intérêt important comme outil thérapeutique chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Alors, parce qu'ils se sont améliorés, il y a le côté sensorimoteur. Dans le théâtre, le fait d'utiliser son corps, d'utiliser l'espace, de se mouvoir dans l'espace. On leur apprenait à se déplacer sur scène, à ne pas tourner le dos au public, à se placer pour se parler, et d'utiliser les gestes aussi pour raconter des histoires. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un art assez complet. Et là, c'était un petit peu comédie musicale, parce qu'on avait réuni les ateliers chant et danse également, donc il y avait des chorégraphies. Et donc, voilà, ça ramène à ce qu'on appelle aussi la cognition incarnée, donc utiliser son corps pour se remémorer, pour mieux mémoriser des informations. Alors là, c'est une illustration. Une des actrices atteintes de la maladie d'Alzheimer était peintre et pianiste. Donc à gauche, c'est les œuvres qu'elle peignait dans les années 60-70. Elle ne peignait plus depuis 15 ans. Elle n'était plus capable de peindre, elle avait arrêté. Elle ne savait plus du tout dessiner. Et une semaine après le spectacle, elle s'est remise à peindre. Et là, c'est un autoportrait. Donc, c'est au niveau graphique, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est des couleurs très vivantes et puis elle se voit très jeune. Elle avait 85 ans. Et donc, voilà, ça nous renvoie aussi à la société inclusive. Donc là, je mets rapidement l'exemple du Québec qui monte beaucoup de gros projets pour l'innovation sociale, pour favoriser la création d'environnements physiques, sociaux plus inclusifs. Et c'est ce que un peu joue le rôle de ces spectacles de théâtre, puisque c'est des ateliers avec à la fois des patients et des personnes, des spectacles qui sont à l'extérieur, donc dans la ville, dans des théâtres, des salles de concert et des lieux d'exposition. Parce que là, c'est la salle de théâtre de Trévise, le théâtre Trévise à Paris. Là, c'est une salle d'exposition où ceux qui ont fait l'atelier peinture exposaient leurs œuvres. Et puis ça permet de lutter contre l'exclusion, lutter contre les préjugés, la stigmatisation, donc une ouverture aux autres, la transmission intergénérationnelle, et puis donc ça permet
se réapproprier les espaces dans la ville. Voilà, donc l'illustration de peinture, voilà une des participantes très fière de montrer ses œuvres. Merci. Et puis là, je vais terminer. Bon, là, ce sont les metteurs en scène avec qui j'ai travaillé à Paris, et puis les artistes avec qui j'ai travaillé en Guyane. Alors, et là, voilà, c'est la fin, juste une minute. C'est le dernier spectacle qui s'appelle I Will Survive, où les participants ont plongé dans le passé pour revenir au présent. Donc ils ont des tenues des années 70 avec les perruques afro, les couleurs vives, etc. Alors qu'ils étaient en EHPAD en tenue grise et très triste. Eh bien, merci beaucoup. Vous avez répondu à la question que j'allais vous poser, à savoir, c'est déjà formidable qu'ils participent à ce... Pardon. Juste une seconde, c'est... Et merci beaucoup de votre attention. Merci. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas seulement une participation à quelque chose de novateur, mais qu'il y a des retombées, en fait, indirectes sur le reste de la vie des personnes. Au moins dans le cas de la personne qui s'est mise à dessiner. Oui. Je ne sais pas si c'est fréquent ou si c'est un cas un peu unique. Elle était assez unique. Et elle et son mari faisaient un couple. C'est le seul couple qu'on avait accepté parce que c'est parfois compliqué de faire des ateliers de théâtre avec des couples, parce que ça peut faire ressurgir des conflits, etc. Et là, ils étaient vraiment très très proches, lui très présent, très voilà. Et elle jouait mieux au théâtre que lui, donc elle était beaucoup plus à l'aise. Lui, il était assez timide. Et c'est une artiste, un peintre et pianiste. Mais comme me disait là le collègue en Guyane, on a travaillé avec des résidents d'EHPAD et qui sont devenus beaucoup plus ouverts, beaucoup plus sociables, qui après ça parlaient aux autres. Et puis bon, tout le monde avait assisté au spectacle, ils étaient passés à la télé, il y avait des photos partout, des affiches dans l'EHPAD qui les mettaient en valeur. Et donc ça leur a fait énormément de bien. Et ce que je cherche à faire maintenant, en fait, c'est de pouvoir diffuser, à continuer. Donc, c'est pour ça que je vais retourner en Guyane et puis que je vais le faire à Paris pour que ça ne s'arrête pas à la fin d'un projet, mais que ça puisse continuer et suivre l'évolution des patients en s'adaptant à leurs difficultés. Est-ce qu'il y a des questions? J'aimerais bien donner la parole à Monsieur Platel parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Et il y a une personne qui veut poser une question. Bonjour et merci. Moi, je voudrais savoir si, avec vos étudiants, vous transmettez ce que vous venez de nous donner et comment ils peuvent les reproduire dans ce qu'on appelle les accueils de jour pour les personnes âgées et notamment atteintes de troubles cognitifs. Alors là, je ne travaillais pas avec des étudiants parce que je pense qu'il faut avoir un petit peu d'expérience aussi. J'ai travaillé avec des metteurs en scène aussi qui avaient de la bouteille. Mais là, je donne des cours dans le master de création artistique, la Paris Descartes, où là, j'ai des artistes aussi qui sont intéressés, qui veulent travailler, continuer. Et non, c'est pas quelque chose qu'on confie à un étudiant de master et puis qui finit à la fin de l'année, puisque c'est un long travail. Même j'ai travaillé très longtemps avec le metteur en scène et les autres artistes pour leur expliquer comment communiquer, quels étaient les problèmes, les difficultés des patients Alzheimer, comment communiquer avec eux, etc. Donc c'est oui. Oui. Ça, c'est ce que je souhaiterais faire. Oui. Oui, oui, ce que je disais, c'est que je souhaite diffuser cette expertise auprès d'autres institutions. Donc j'ai déjà des contacts pour le faire. Très bien. Donc nous allons maintenant entendre Monsieur Hervé Platel, qui est professeur de neuropsychologie à l'université de Caen et qui va
peut-être insister plus sur la thérapie musicale et puis peut-être en tirer quelques conclusions en termes de politique publique. Enfin, voilà, oui, quelques idées. Nous sommes preneurs de quelques idées sur le sujet. L'ambition. Donc je vais être très court. Vous inquiétez pas. Donc, parce que je pense que vous avez suivi une longue journée, passionnante, mais elle est longue. Donc, vous avez vu tout à l'heure Francis Eustache qui disait on s'est pas beaucoup intéressé en tant que chercheur pendant longtemps à ce que les pratiques artistiques, l'art-thérapie, la musicothérapie pouvaient apporter. Ça sortait un peu du champ des sciences qu'on va qualifier médicales ou sciences dures, etc. Donc j'ai moi le privilège de diriger l'unité de recherche qui était dirigée par Francis Eustache donc depuis janvier 2022 et c'est clairement effectivement jusqu'où on peut aller. Moi je voudrais effectivement vous donner un petit message sur jusqu'où on peut aller sur les messages positifs liés aux connaissances que l'on a depuis quelque temps donc sur les travaux de recherche concernant l'intérêt donc des interventions. Alors je vais prendre l'exemple de la musique parce que c'est effectivement le domaine où il y a eu le plus de travaux et ça a été le plus documenté. Mais pour revenir sur des choses qui ont déjà été soulignées par Anne-Marie Hergis concernant l'intérêt, en fin de compte, de l'art et la relation entre art et vieillissement, clairement, l'art dans nos sociétés, elle soutient, elle amplifie la cohésion sociale et du point de vue du vieillissement, c'est quelque chose qui est essentiel d'utiliser l'art justement pour maintenir cette cohésion sociale. Ça aide à la régulation socio-émotionnelle et la musique est clairement l'art le plus consommé au monde, certainement aussi pour, je dirais, son pouvoir de régulation socio-émotionnelle. Et au niveau individuel, c'est clairement donc une récompense pour nous, pour notre cerveau, mais aussi plus globalement pour notre psychisme. Ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque quand on commence à faire des études sur comment les personnes âgées avec sans trouble cognitif ou avec trouble cognitif donc se positionnent vis-à-vis de l'art et notamment par rapport à leur jugement esthétique. En fait, la sensibilité à l'art ne s'émousse pas. Et c'est pour ça que ça va être très intéressant de l'utiliser dans un contexte de prise en charge avec des personnes qui ont des troubles cognitifs, parce qu'on dit souvent que évidemment ils vont avoir des difficultés de régulation émotionnelle éventuellement. Il y a un émoussement émotionnel qui peut se produire et on peut l'observer. Et pourtant, en fait, paradoxalement, notamment chez les patients qui ont une maladie de type Alzheimer, eh bien, on remarque que leur jugement esthétique, le fait d'être capable de dire ça me plaît ou ça me plaît pas, c'est quelque chose qui fonctionne très naturellement, très longtemps malgré la maladie. Et il y a vraiment, en fin de compte, aujourd'hui, beaucoup de travaux qui montrent que les pratiques artistiques de toutes sortes ont un impact sur la réserve cognitive quand on vieillit, et je vais y revenir. Et dans le vieillissement pathologique, eh bien, il y a vraiment eu un changement depuis donc le début des années 2000. Et là, donc il y a depuis une dizaine d'années, on a eu une accélération de la recherche sur justement les bénéfices des interventions non médicamenteuses comme l'art-thérapie, la musicothérapie, et un rapport de l'OMS, donc l'OMS Europe, donc paru à la fin donc 2019, référençant plus de 150 études scientifiques sélectionnées, avait conclu effectivement qu'on ne pouvait plus nier les preuves scientifiques de l'intérêt et de l'efficacité des approches d'art-thérapie pour la prise en charge, la diminution des troubles cognitifs, des troubles de l'humeur et du comportement dans le vieillissement pathologique. Alors, ça donne lieu à des recommandations, notamment de la Haute Autorité de Santé. Et ces recommandations, elles sont pas forcément nouvelles. Dès 2008, il y avait des recommandations de la Haute Autorité de Santé en disant que oui, en l'absence de médicaments, dans les pathologies neurodégénératives, on pouvait proposer des accompagnements non médicamenteux qui s'avéraient quand même assez utiles.
Et puis, ces recommandations, elles se sont étoffées. Il y a de nombreux travaux donc de synthèse qui ont été réalisés, notamment par la Fondation Médéric Alzheimer, autour donc des interventions non médicamenteuses, pour mieux spécifier qu'est-ce qu'on peut attendre de telle et telle intervention, pourquoi faire, de manière à arriver pratiquement à prescrire ces interventions non médicamenteuses comme on prescrirait un médicament. Peut-être que vous en avez entendu parler, mais au Canada, au Québec, maintenant les médecins peuvent prescrire des visites au musée. C'est-à-dire que pour lutter contre la dépression, etc., vous pouvez vous faire une prescription pour avoir tant de visites au musée, donc pour lutter contre la dépression. On n'en est pas encore là en France. Donc, est-ce que la pratique musicale, elle protège éventuellement d'un vieillissement délétère? Alors, il y a pas mal de travaux qui vont dans ce sens-là. Les données étaient encore assez fragiles il y a quelques années, mais elles s'accumulent. Et clairement, oui, le fait de pratiquer la musique peut avoir un impact sur la qualité de votre fonctionnement intellectuel, mnésique en particulier. Et même au niveau cérébral, il y a des différences. Alors, ça, je prends cet exemple parce qu'il est assez frappant. Donc, il s'agit donc de travaux en Suède où en Finlande et en Suède donc il y a des équipes de recherche qui suivent donc on appelle ça des études épidémiologiques qui suivent des grandes cohortes de population générale, des milliers d'individus et regardent comment ces individus vieillissent. Quelles sont les maladies qui surviennent parce qu'on les suit depuis plusieurs dizaines d'années. Et ils ont remarqué dans leurs milliers d'individus qu'ils avaient aussi des paires de jumeaux, donc des sœurs jumelles ou des frères jumeaux. Donc des frères jumeaux ou des sœurs jumelles homozygotes, c'est-à-dire qu'ils viennent du même œuf. Ils viennent du même œuf, donc ils ont parfaitement le même code génétique. Donc ils sont jumeaux d'un point de vue génétique. Et ils ont remarqué que, en fait, dans ces paires de jumeaux et jumelles, eh bien, il y avait ce qu'ils ont appelé, c'est pas très joli, des jumeaux divergents. C'est-à-dire qu'il y en avait un qui avait eu une pratique dans sa vie que l'autre n'avait pas eu. Et ils ont repéré comme ça quelques dizaines de paires de jumeaux, dont un, en fin de compte, a pratiqué la musique et l'autre ne l'a pas pratiqué. Et ce qu'il remarque, c'est que celui qui a pratiqué la musique, eh bien, il a des modifications dans l'architecture cérébrale qui sont bien connues quand on regarde effectivement le cerveau des musiciens. Et c'est des choses que, notamment, on a pu nous mettre en évidence, notamment au centre Cicéron à Caen, où on a montré que les régions de la mémoire, les régions hippocampiques chez les musiciens étaient plus denses en neurones, donc par rapport à des non-musiciens. Eh bien, en fait, là, le cerveau du musicien, du jumeau musicien, il est modifié par cette pratique, alors qu'on ne trouve pas de différence en le sens inverse. Alors ça ne signifie pas, ça c'est pas une preuve qui permet de dire la musique empêche d'avoir une maladie neurodégénérative. C'est simplement pour dire elle a un impact non seulement évidemment sur notre comportement, elle a un impact aussi sur notre corps et notre cerveau, de telle sorte que ça pourrait avoir un effet retard sur le démarrage de certains symptômes. C'est-à-dire que si vous êtes porteur de la maladie, vous êtes porteur de la maladie. Et donc, en fait, ça ne vous empêche pas, et il y a des cas, évidemment, de musiciens qui ont développé la maladie d'Alzheimer, mais ça ne vous empêche pas d'avoir la maladie, mais on peut estimer que ça peut avoir effectivement un effet donc pour retarder la maladie. Il y a des travaux très intéressants qui ont été publiés il y a quelques années sur donc leur regroupant des milliers et des milliers de données de plus d'une trentaine de laboratoires dans le monde qui s'intéressent effectivement au vieillissement normal et pathologique et qui s'intéressent à savoir quelles sont en fin de compte les choses qu'on peut faire dans notre vie pour diminuer les risques en fin de compte d'avoir un vieillissement pathologique. Et il y a une chose assez intéressante, c'est que dans un travail qui a été donc publié il y a un peu plus de 5 ans, eh bien, en fait, parmi les facteurs qui avaient un impact tout à fait significatif sur le fait de diminuer les risques de démarrer une maladie neurodégénérative, alors souvent, on pense au sport, à l'alimentation, etc. Oui, il y a ce genre de choses, mais en fait, je dirais l'intervention qui avait le plus haut facteur d'impact, ce qui arrivait en premier en termes de facteur d'impact pour réduire en fin de compte le risque de démarrer une maladie neurodégénérative, c'était le fait d'appareiller les personnes qui commençaient à avoir une perte auditive, de lutter en fait contre la perte auditive. Et ça représentait 9% d'impact, ce qui était en fait majeur. Donc en fait, quand notre cerveau, parce qu'on entend moins bien, etc.,
est isolé en fin de compte et se coupe en fait de la possibilité de communiquer avec les autres, par le langage bien sûr, mais aussi diminue en fin de compte ce qu'il reçoit en termes d'activité auditive. En fait, les stimulations auditives, la musique, donc le langage, sont des stimulations qui engagent notre cerveau de manière très large, et je vais y revenir. Alors, on a parlé des acteurs de théâtre. Alors, évidemment, il n'y a pas que la musique qui peut être bénéfique pour le vieillissement. Nous, on a comparé justement quelles étaient la qualité, en fin de compte, sur des performances à des tests standards, la différence entre des acteurs plus ou moins âgés et puis des musiciens plus ou moins âgés, des gens qui ont eu pendant toute leur vie cette activité de théâtre ou de musique. Dans les deux cas, les acteurs et les musiciens ont effectivement une qualité du fonctionnement mnésique, une qualité en fin de compte des capacités de contrôle de la mémoire qui sont meilleures que des gens qui n'ont pas eu ce type de pratique. Alors, est-ce qu'il y a des différences entre acteurs et musiciens? Oui, il y en a, parce qu'en fait, évidemment, la mémoire, je dirais, c'est quelque chose qui peut être sensible à des effets spécifiques. Évidemment, les acteurs ont une meilleure mémoire verbale, ce qui est attendu. Et les musiciens, en fait, ont une meilleure mémoire un petit peu globale, notamment une mémoire immédiate et une capacité de contrôle de la mémoire qui est un petit peu plus efficace que chez les acteurs. Donc, après, évidemment, ça, c'est statistique. Alors, ce qu'on sait avec les maladies neurodégénératives, c'est que il y a quand la maladie avance, et il y a un point sur lequel il faut évidemment lutter, c'est l'apathie. C'est le fait que les patients vont s'enfermer sur eux-mêmes, ils vont de moins en moins communiquer, ils vont avoir des difficultés de communication. Et en fait, ce qui est assez remarquable, c'est que rien que par la musique, notamment l'écoute d'une musique qui a une identité particulière, donc là, avec Anne-Marie Hergis, on va parler de la musique qui renvoie effectivement à la période de jeune adulte, notamment. Donc, des musiques qui ont une résonance culturelle particulière, et bien souvent, on a un effet d'éveil cognitif qui est assez spectaculaire. Des patients qui sont complètement enfermés sur eux-mêmes, avec lesquels on n'arrive plus à parler, à communiquer. Et puis, d'un seul coup, il y a une musique qui a un statut particulier. Et là, on voit qu'ils se redressent, ils se réveillent, et puis, d'un seul coup, ils se mettent à fredonner, etc. Et à pouvoir raconter même des anecdotes qu'ils auraient été incapables de raconter 10 minutes auparavant. Et vous avez peut-être vu cette vidéo de cette danseuse, ancienne danseuse, ancienne ballerine, qui en écoutant la musique du lac des Cygnes, d'un seul coup s'éveille, alors que en fait le neuropsychologue qui essaye de communiquer avec elle, qui lui prend la main, a beaucoup de mal en fin de compte à lui faire lever la tête et qu'elle prenne connaissance de son environnement. Donc ce pouvoir donc d'éveil de la musique, il est tout à fait remarquable. Ça fonctionne évidemment avec la musique ancienne, et évidemment la question qu'on s'est posée, nous, dans notre laboratoire, mais comment on explique ça? Comment on explique qu'il y a une résistance de la mémoire musicale ancienne? Alors, une des explications, c'est notamment que quand vous écoutez de la musique, ça envahit votre cerveau de manière beaucoup plus large que les mots du langage. On a effectivement un engagement du cerveau par la musique pour des raisons diverses, je n'ai pas le temps de les détailler, qui fait que c'est ce que vous voyez sur cette image. En rouge, vous avez l'engagement cérébral quand vous allez rechercher en fin de compte des souvenirs liés à la musique, et puis en bleu quand il s'agit en fin de compte des souvenirs liés au langage, des souvenirs liés au langage, simplement de se souvenir par exemple de la suite d'un proverbe. Eh bien, pour nous, c'est déjà, en fin de compte, un des arguments, c'est pas le seul, pour expliquer que il y a une résistance de la mémoire musicale dans le cerveau de ces patients. Alors, au-delà, en fait, d'éveiller les patients grâce à la musique, ce qu'on a pu montrer, c'est que, et ça, on s'y attendait pas du tout, c'est que, en fait, même avec de la musique qu'ils ne connaissent pas, en faisant des ateliers répétés d'apprentissage de nouvelles chansons, alors même que c'est complètement aberrant d'essayer de faire apprendre des nouvelles chansons à quelqu'un qui a des troubles de la mémoire. Vous allez me dire, faut être un petit peu pervers quand même pour faire ça. Mais maintenant que vous avez vu les expériences avec le théâtre, avec Anne-Marie Hergis, vous vous dites, en fait, tout est possible. Et c'est un peu vrai, tout est possible. Et nous, franchement, ce sont des expériences qu'on a démarrées il y a un peu plus de 10 ans. Quand on a commencé à monter ces ateliers d'apprentissage de chansons nouvelles, avec des patients, alors je le précise, ce sont que des patients Alzheimer à un stade avancé, c'est-à-dire des patients
qui, quand on leur faisait une activité avec eux, l'activité était terminée. Un quart d'heure après la fin de l'activité, si vous veniez les voir et leur demandiez mais qu'est-ce que vous venez de faire là, madame, monsieur, ils étaient incapables de vous le dire. Si vous demandiez le lendemain, là on va chanter une chanson, est-ce que vous avez envie d'apprendre une chanson? Oui, d'accord. Est-ce que vous vous souvenez si on a déjà fait ça hier? Impossible. Parce que ce qui fait défaut, effectivement, dans leur mémoire, dans cette maladie, c'est la capacité de recoller les morceaux d'un point de vue temporel. Hein, c'est ce qui s'efface tout de suite. C'est, en fait, la chronologie. Hein. Et, en fait, ces patients, et ça, c'était vraiment la surprise, malgré, en fait, cette destruction de la mémoire chronologique, associative, etc., ce qu'on appelle la mémoire épisodique, hein, dans notre jargon, eh bien, ont été capables d'apprendre des nouvelles mélodies de chansons. Alors, ils ont été capables d'apprendre ces mélodies, c'est-à-dire au bout de 4-5 séances, quand on leur présente le texte, ils disent « Ah oui, ça je connais ». Alors qu'au début, « Oh non, je connais pas ». « Ah oui, ça je connais ». « Ah oui, vous connaissez, mais alors est-ce que vous pourriez me chanter la mélodie ?» Sans qu'on les fait écouter, évidemment, auparavant. Et là, il y a des patients qui auto-initient la mélodie. La plupart, il faut leur chanter les 2 premières notes, et puis ça revient. Mais ce qui était quand même déjà assez bluffant, c'est qu'ils retrouvent en fin de compte une mélodie. Alors même quand on leur dit « Mais alors, vous êtes capable de chanter cette chanson-là, mais vous la connaissez depuis quand ?» Et là, la réponse, 90% des patients, c'est « Oh, j'ai dû l'apprendre quand j'étais jeune. Oh, je connais ça depuis toujours. » Pourquoi ils répondent ça? Parce qu'effectivement, ils ont des lésions. Et c'est ce qu'on montre effectivement dans cette étude. Là, on a fait passer des patients avec une maladie d'Alzheimer avancée. On leur a fait écouter des chansons. On leur a même montré des peintures. On voit dans tous les cas, au bout de plusieurs jours, ils arrivent à avoir un sentiment de familiarité. C'est-à-dire qu'au départ, ils disent non, ça je connais pas. Jamais vu, jamais entendu. Puis au bout de 4-5 répétitions, ils ne se souviennent pas vous avoir vu, mais pourtant, en fait, leur réponse change. Et puis, ils finissent par dire « Ah mais oui, mais ça je connais ça ». Ils ont un sentiment que nous on appelait sentiment de familiarité. Mais pourtant, ils n'ont aucun contexte. Et donc, quand on leur pose la question, mais vous avez appris ça quand? Toujours, à chaque fois, je dois connaître ça, je connais ça sans doute depuis longtemps. J'ai dû apprendre ça quand j'étais jeune, avec mes parents. Voilà. Alors, ça, pourquoi ils répondent ça? Parce que, en fait, ce que vous voyez ici sont des images qui montrent quelles sont les lésions du cerveau de ces patients. Et ici en vert, en fait, tout ce qui est en vert, c'est ce qui est quasiment détruit par la maladie. En fait, ce sont les structures hippocampiques, les régions effectivement liées à la mémoire, à mémoire associative. Mais est-ce que ça veut dire que toute la mémoire est altérée? Ben non, pas toute la mémoire. Cette mémoire-là, oui, mais en fait, il y a une forme effectivement d'apprentissage de mémoire qui continue à fonctionner. C'est une mémoire perceptive, tu n'as pas parlé de mémoire émotionnelle aussi, une mémoire perceptive, sensorielle, émotionnelle, qui par l'effet de répétition, en fin de compte, permet un encodage des informations dans le cerveau, malgré l'atteinte, effectivement, de ce cerveau par cette maladie. Et ça, on ne pensait pas que c'était possible. Donc c'est vraiment un message nouveau pour nous, de dire, en fait, la maladie d'Alzheimer n'est pas une maladie globale ou totale de la mémoire, quand on l'a souvent présentée. Alors, ce qui est intéressant avec la musique, c'est qu'on peut vraiment envisager, du coup, d'avoir des interventions spécifiques en ciblant, en fin de compte, des objectifs en fonction de profils différents. Donc là, quelqu'un qui serait avec des petits troubles cognitifs, pas encore en fait diagnostiqués, et à qui on pourrait proposer un certain nombre d'interventions basées sur la musique qui l'aideraient effectivement à la fois à lutter contre ces états d'anxiété et de dépression, à lutter contre l'isolement social et à maintenir le lien social qui est effectivement essentiel pour l'équilibre psychologique et cognitif. Et puis, chez une personne en institution, avec une maladie d'Alzheimer très avancée, eh bien, on peut aussi faire des choses. Et comme je l'ai évoqué, bien sûr, on permet la stimulation de la mémoire encore, mais on peut effectivement faire émerger des choses et continuer à travailler, en fin de compte, sur les capacités préservées. Et ça, je pense que c'est un point essentiel. Alors, est-ce qu'on peut avoir des messages liés à la thématique d'aujourd'hui? C'est-à-dire, en fait, la thématique d'aujourd'hui, quel modèle on veut pour nos aînés, EHPAD, domicile, etc.
Alors, il y a un point qui est important, c'est le rôle des aidants. Alors, dans les extraits de films que vous nous avez présentés, c'était au cœur des extraits de films, les aidants. Il y a un point quand même qu'on peut noter dans les extraits, moi qui m'a frappé. Donc c'est l'enchaînement des extraits. Vous ne l'avez pas forcément fait exprès, mais je pense que c'est statistiquement quelque chose qu'on retrouve. C'est que être à domicile, ça veut dire avoir des moyens. Et là aussi, il y a un biais effectivement dans la représentation de la vieillesse, notamment au cinéma, c'est que c'est quand même plus agréable à voir dans un milieu bourgeois. Et qu'il y a aussi effectivement les moyens qu'il faut pour maintenir à domicile. C'est quand même pas neutre cette histoire-là. Le premier extrait est intéressant parce que comment se pose cette problématique du maintien à domicile ou pas lorsqu'il s'agit de personnes qui ont des petits moyens. Et le rôle de l'aidant là-dedans, c'est quand même assez essentiel. Et donc au-delà, en fin de compte, du bénéfice qu'on peut avoir dans les interventions musicales auprès des patients, ce qui nous intéresse aussi dans notre unité de recherche aujourd'hui, c'est essayer de voir comment ça peut avoir aussi un impact sur, en fin de compte, les aidants familiaux. Et on a démarré une étude qui s'appelle Musical et qui correspond à des interventions donc à domicile où il va y avoir l'écoute en fin de compte en binôme. Il va y avoir plusieurs situations, mais notamment l'écoute en binôme. L'aidant et le patient ensemble vont partager en fin de compte des moments privilégiés d'écoute musicale. Alors je passe sur effectivement ce que vous savez sur le coût cognitif, le poids que l'on fait peser aujourd'hui sur les aidants familiaux, la prise en charge de nos aînés, notamment dans des situations pathologiques comme ça. Alors, en fait, l'idée de cette étude, c'est que grâce effectivement à ces propositions d'écoute musicale en binôme, ce qu'on espère, c'est qu'ils vont se reconnecter et vivre un moment positif. Parce que, évidemment, pour l'aidant, en fait, il ne vit une relation qu'avec le patient que sur en fait, ce qui se passe du point de vue de la perte, de tout ce qui est négatif. Et donc, de temps en temps, c'est pas mal aussi d'avoir des moments privilégiés où on peut vivre des choses encore positives. On peut voir en fait qu'il y a encore des choses qui fonctionnent en fin de compte chez son aidant, chez son patient, son proche patient, malade, et avoir un moment en fin de compte de connivence partagée. Et ça, c'est ce que permet la musique, mais c'est ce que permet l'art. Donc on le voit aussi avec la pièce de théâtre, c'est de pouvoir reconnecter les gens dans une relation du moment présent. L'art, c'est effectivement quelque chose qu'on va ressentir dans le moment présent, et en fait, ça permet de connecter la mémoire ancienne à la mémoire de ce qui se passe dans le moment immédiat, et qui nous permet de vivre un moment agréable, et qui nous permet même d'envisager un futur aussi, de se projeter dans le futur en disant on va pouvoir recommencer, on va pouvoir revivre ça, et ça pourrait être sympa. Donc si je conclus, si je résume, et en fait ces travaux-là, pour moi l'essentiel c'est pas de démontrer qu'on peut effectivement avoir moins de troubles de mémoire, etc. C'est essentiel bien sûr. Mais en fait, vous voyez, ces travaux, ils permettent aussi de changer le regard sur les patients Alzheimer et maladies apparentées, et la prise en charge de ces patients. Ce sont des citoyens qui doivent encore avoir accès à la culture et l'art. Je pense que ce qu'on vient de montrer tous les trois, et donc avec le théâtre, avec la musique, c'est vraiment ce message-là. C'est-à-dire que la culture et l'art doivent arriver dans les structures d'accueil, mais doivent permettre aussi de faire sortir aussi les patients de ces structures d'accueil pour aller à un concert, c'est possible, pour aller dans un musée des Beaux-Arts, c'est possible. Il y a moyen, en fin de compte, de le faire. Ils peuvent, en fin de compte, ces patients, malgré ce qu'on dit, les patients Alzheimer à un stade même avancé, intégrer implicitement, c'est-à-dire presque inconsciemment, en fait, de nouvelles informations à long terme, et ça permet de mettre en place des programmes de soins culturels, la chorale, visite de musées, etc., et même le théâtre. Et la musique est particulièrement puissante pour révéler, stimuler ses capacités préservées. Et est-ce que ça a un intérêt pour les aidants professionnels et familiaux? Directement, avec cette étude, là, le projet musical dont je viens de vous parler, avec des interventions musicales à domicile pour les binômes patients-aidants. On a un partenariat avec la Croix-Rouge et on utilise les dispositifs, donc des équipes spécialisées
spécialisés Alzheimer qui vont à domicile et donc qui permettent le déploiement maintenant national beaucoup plus facilement qu'on aurait pu l'imaginer. Parce que pour une équipe de recherche, c'est impossible d'aller faire une étude où on va chez tous les domiciles, enfin chez toutes les personnes. C'est trop coûteux, c'est compliqué. Et là, on bénéficie en fin de compte effectivement d'un environnement plus favorable, plus structuré. Et donc ça, c'est très important. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Je vois qu'on va prendre une question seulement parce qu'il faut qu'on termine à 7h30 et vous avez, je dois vous infliger une conclusion. J'arrive. Je suis kinésithérapeute, j'interviens quotidiennement en EHPAD. Et je voudrais savoir, c'est très gentil, mais je pense qu'on m'entendait bien. Je voudrais savoir si vous avez simplement, parce qu'il y a des observations qui ont été faites sur l'effet calmant de la musique également chez des personnes qui peuvent présenter des troubles cognitifs et de l'agitation, de la résistance aux soins ou des choses comme ça. Et ça va être très pratico-pratique ce que je vais vous demander. Est-ce que vous avez des listes de musique, des choses comme ça, qu'on peut communiquer aux équipes d'aides-soignants parce qu'ils sont très demandeurs de choses comme ça. Moi, j'ai été très frappé. Je suis moi-même, à titre de loisir, chanteur et j'écoute beaucoup de musique. Et je suis très frappé de voir que finalement, en tout cas parmi mes patients, très peu écoutent de la musique. Et c'est pas parce qu'ils ont des troubles de l'audition ni quoi que ce soit. J'ai l'impression que c'est une génération qui a perdu un peu le contact avec ça. Mais est-ce que vous auriez, à défaut d'une liste, des orientations, parce que on a vu les effets sur la mémoire quand on essaye de détecter des musiques qu'ils ont connues ou pour faire ressortir des souvenirs, mais sinon de manière plus généraliste, des types de musique ou des choses comme ça qui auraient des effets, on va dire, calmants. Merci. Alors, en fait, je pense qu'il faut toujours essayer. Alors, il y a des musiques de relaxation qui fonctionnent très très bien, et qui ont été, qui sont largement utilisées, même dans les services hospitaliers, les hôpitaux de jour, etc. Donc, il y a maintenant des dispositifs comme Music Care, hein, où ce sont des musiques qui ont été créées spécifiquement pour obtenir des effets de relaxation. Ça marche très bien, alors que les musiques ne sont pas des musiques connues des patients, mais on va personnaliser quand même l'intervention par le fait de les faire choisir un style de musique qui correspond plus à leur esthétique préférée. Et s'ils aiment, en fait, ça va du jazz en passant par la musique folklorique, la musique classique, et il y a même, en fin de compte, c'est Stéphane Guettin qui pilote Music Care, et il y a même de la musique métal, il y a même de la musique hard rock pour se relaxer. Donc ça peut être paradoxal, mais en fait, ça existe. Donc il faut personnaliser les choses dans la mesure du possible. Ça, c'est le premier message. Je vais prendre juste un exemple par rapport à ce que vous évoquez sur le fait d'être créatif et de pouvoir utiliser ce que je viens de vous dire dans un contexte très pratico-pratique. J'ai encadré le mémoire d'une étudiante en ergothérapie. Le but de son mémoire, c'était de savoir si on pouvait utiliser la chanson et le chant au moment des activités toilettes pour diminuer effectivement la résistance des patients, aider à la compliance, faire que ça se passe mieux, donc au moment de la toilette. Et en fait, elle a fait quelque chose de tout simple, c'est elle qui chantait, évidemment, au moment de l'activité toilette, et elle a proposé une mélodie de chant une chanson qui était bien connue, qui était L'eau vive de Guy Béard. Et en fait, elle a écrit des paroles dessus, qui correspondaient, en fin de compte, à tout ce qu'elle allait faire, la procéduralisation de l'activité toilette. Je prends la savonnette et puis je me savonne. Voilà, et je me frotte. Vous voyez, enfin, j'ai dit n'importe quoi, mais c'était ça l'idée. Et ça a très très bien marché. Et après, les autres soignants se sont emparés de ça. Et ils se sont dit, bah ouais, c'est assez génial parce que là, en fait, on n'est plus dans l'angoisse de se dire comment il va réagir, etc. Les patients se mettent effectivement à être beaucoup plus compliants, ils trouvent ça plus amusant et c'est quand même pas simple, hein, le moment de la toilette. Et ça devient un moment presque agréable. Et donc, voilà une transcription, en fin de compte, d'une application de ce que je viens de vous dire, qui me semble extrêmement intéressante. J'ai une question ultra courte. Hein. Merci d'abord. Et puis, vous avez dit, ça permet de changer le regard sur les patients Alzheimer. Je vous cite. Est-ce que c'est au point que vous pourriez dire à une personne,
avant toutes ces études, il était classique de dire, après plusieurs heures ou plusieurs jours ou plusieurs mois d'exploration des fonctions cognitives, monsieur, madame, vous avez une maladie d'Alzheimer. Maintenant qu'on voit que c'est plus complexe que ça, est-ce que vous faites partie de ceux qui pourraient dire, je ne sais pas encore trop ce que vous avez, mais avec tout ce qu'on sait, monsieur, madame, vous avez un syndrome Alzheimer? Alors, après, on peut jouer sur les mots, effectivement. Moi, je viens d'une équipe de recherche en neuropsychologie où l'imagerie cérébrale nous montre bien qu'on a affaire, et puis après coup, qu'on a affaire effectivement à une pathologie amyloïde avec aussitôt, etc., qui correspond à une inflammation cérébrale et une mort neuronale de type Alzheimer. Ok. Après, le concept, il a beaucoup évolué, et il évolue toujours. Et c'est vrai qu'on peut parler d'un syndrome Alzheimer. C'est comme quand on parle d'autisme, hein, on dit rien, et on dit tout et on dit rien. Hein. Donc, dans l'Alzheimer, il y a une palette effectivement d'expressions pathologiques, de syndromes. Mais par contre, ce qui est assez général, ce que je viens de dire là, et qui est vrai, quels que soient les patients, c'est que la destruction de la mémoire référencée, hein, de la mémoire qui vous permet de vous souvenir que ce que vous avez fait, de ce que vous avez fait le week-end précédent, etc., n'est pas incompatible avec le fait qu'il existe d'autres formes de fonctionnement de la mémoire qui restent encore très longtemps préservées dans cette pathologie, mais qu'on n'évalue pas en fin de compte quand on fait du diagnostic, ou qu'on n'évalue pas bien. Parce que quand je vous ai dit qu'on a démontré qu'ils étaient capables d'apprendre, mais il a fallu au moins répéter les ateliers plus de 4-5 fois avant de voir une bascule en fin de compte de la réponse et de l'apprentissage. Quand au bout de 3 fois, au bout de la 4e séance, vous présentez en fin de compte la chanson et les patients vous répondent « Oh non, ça me dit rien » pour la 4e fois, vous dites « Bon, bah ça va bien en aller, quoi, on va arrêter quand même. » Parce qu'on est presque avec le sentiment d'être pas loin de la maltraitance. Même si, en fait, ils trouvent ça très amusant parce qu'ils ne se souviennent pas de la fois précédente. Mais non. Et là, il faut insister, il faut continuer. Et là, en fait, on s'aperçoit qu'il y a une bascule. Il y a une bascule et elle se produit systématiquement. Donc je pense que là, il y a des modes de fonctionnement de la mémoire qu'on n'avait pas explorés parce que le diagnostic était posé d'une certaine manière et ne permettait pas d'évaluer l'effet de répétition que je vous ai évoqué. Donc pour moi, on parle bien d'une maladie d'Alzheimer, d'expression là amnésique particulière. Hein, il y a d'autres formes. Bon, moi je voudrais poser une dernière question. Vous avez beaucoup parlé d'accompagnement à juste titre, mais vous utilisez encore le mot maintien à domicile. Il faut que vous arriviez à faire changer dans vos études ce mot qui ne correspond pas, si vous voulez, à l'avenir des personnes âgées dans une société de technologie. Deuxièmement, dans l'évolution des personnes âgées, le rôle des technologies va être beaucoup plus important et on s'aperçoit que maintenant, il va y avoir même des voyages en métaverse, etc. et que la création artistique avec les nouvelles technologies va jouer un rôle de plus en plus important et c'est possible s'il y a un accompagnement. Qu'en pensez-vous ? Oui, la technologie, c'est une évidence. Alors, la technologie avec cette mesure qui est en fait cette réserve, qui à partir du moment où elle permet de rester connecté au monde et de relier, au contraire, d'augmenter la relation avec les autres. Et ça, effectivement, dans ce contexte-là, je dis ok, ça marche. Pour ce qui est de l'expression maintien à domicile, en fait, on est contaminé socialement aussi par, en fin de compte, les familles. Parce que les familles, elles utilisent ce terme. Je veux, en fin de compte, que mon proche soit maintenu à domicile. Moi, j'ai vu tous les cas de figure, effectivement. J'ai vu des cas où, et puis les familles elles-mêmes disent bien, il y a des cas, effectivement, où en fait, arriver en EHPAD, elle dit mais pourquoi j'ai pas sauté le pas plus tôt ? Pourquoi j'ai pas sauté le pas plus tôt ? Là, qu'est-ce que ma mère ou mon père est épanoui maintenant ? Alors que moi, j'étais effectivement maltraitant parce que j'étais, je n'en pouvais plus, je ne pouvais pas. Ben oui, mais ça peut arriver. Et c'est pour ça, je ne l'ai pas signalé, mais en fait, le but un peu ultime, enfin, parmi les objectifs de l'étude à domicile que l'on est en train de faire,
c'est parce qu'on fait passer des questionnaires aux aidants. Et ce qui nous manque aujourd'hui pour les aidants, ce serait une évaluation courte, en fin de compte, du risque d'épuisement. Alors, et ça, en fait, on est en train d'essayer de construire un questionnaire qui permettrait pour les médecins de ville ou n'importe quel médecin de pouvoir avoir un outil qui permettrait de pouvoir quantifier le risque d'épuisement de l'aidant et d'être alerté sur le fait qu'il il faut se préoccuper de l'aidant et pas seulement du patient. Voilà. Maintenant, sur les chansons, l'art de la création, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai des exemples, notamment du président de l'Académie des sciences de Normandie, qui fait de la création virtuelle. Mais ça va aller beaucoup plus loin avec les technologies. Bien, écoutez, nous jouerons sur des perspectives grandioses, je m'en réjouis, je félicite l'assistance héroïque qui est restée jusqu'ici. Je vais donc faire une conclusion très brève et plutôt donner des têtes de chapitre qu'une conclusion en bonne et due forme, parce qu'il est quand même très tard. Donc voilà ce que j'ai noté qui pourrait nous servir. Notamment, il y a le CNR Bien Vieillir qui, comme je le disais tout à l'heure, je crois, termine ses travaux mardi à 13h30. On peut même se relier, je pense, par Internet pour ceux qui veulent voir les comptes rendus des 3 groupes de travail qu'il y a eu, qui ont été lancés. Bon, tout le monde a plus ou moins des doutes sur le CNR Bien Vieillir, mais enfin, quand même, c'est un travail gouvernemental. Il n'y a pas de raison de ne pas le regarder attentivement. Voilà. Alors, moi, je voudrais noter 8 points. Premier point, nous sommes entrés dans la société de la longévité, ça a été dit. Et en fait, c'est très nouveau. C'est comme on y rentre doucement et subrepticement, voilà, on s'habitue progressivement et la rupture n'apparaît pas clairement. Mais en fait, c'est très nouveau. Donc, ça fait beaucoup de choses nouvelles, d'ailleurs, que nos sociétés doivent affronter en même temps, quand on y réfléchit. Donc, c'est le premier point. Il faut changer de regard sur l'âge, le grand âge. Deuxièmement, il y a besoin de recherche sur ce sujet, manifestement. Ça a été dit par bien des intervenants. Et là, on vient clairement de valoriser des recherches nouvelles. On parlait il y a une seconde de technologie. La longévité doit devenir un investissement social. Voilà, le terrain d'investissement scientifique et social. Alors, troisièmement, on a beaucoup parlé de prévention. Et là, il me semble qu'il y a une grosse différence entre la prévention collective en amont, c'est-à-dire il faut qu'on rétablisse une société du travail correcte pour que les gens n'arrivent pas à la retraite avec des inégalités d'espérance de vie très lourdes. Donc, la première prévention, à mon avis, c'est de mener une réflexion de fond sur la société du travail demain qui évolue avec Internet, avec toute une série de facteurs. Il y a sûrement des choses qu'on peut faire et sûrement il faut prendre la question au sérieux. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, la borne d'âge est moins juste que l'augmentation du nombre d'annuités, pour autant qu'on veuille le décider. Bon. Et puis, il y a une dimension individuelle, et là je suis resté un peu perplexe, parce que je me dis que c'est pas facile de savoir ce qu'il faut exactement préparer, parce qu'on ne sait pas ce qui va vous arriver. Alors on peut le prévoir, mais j'ai l'impression que on agit sous la pression des événements. Ça n'est sans doute pas une bonne chose, mais je ne sais pas si on peut faire autrement. Donc ça, c'était mon troisième point. Alors le quatrième point, c'est qu'à l'évidence, maintenant, plusieurs générations coexistent dans notre société. Il y en a 5, finalement. Voilà. Il y a les grands-parents, les arrière-grands-parents et même les arrière-arrières. Donc ça, c'est quand même très nouveau, là aussi. Et l'enjeu, là, c'est de savoir si on va avoir une juxtaposition ou si on va avoir une interaction des relations. Et je pense qu'il faut organiser systématiquement, beaucoup plus qu'on ne le fait, les relations entre les générations, dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux, un peu partout, organiser la colocation. Je pense qu'il y a là quelque chose d'important à faire, parce que c'est à la fois une manière pour les jeunes générations de prendre conscience de la vulnérabilité,
de forger des capacités d'aide, ce qui ne va pas de soi, et aux personnes âgées de transmettre des formes de sagesse, de réflexion qu'ils ont encore pour la plupart. Cinquièmement, on a évoqué l'idée que l'âge et le grand âge doivent être considérés comme des acteurs, comme titulaires d'un pouvoir d'agir. Voilà, chacun doit trouver sa place dans le donner, recevoir, rendre, qui fonde la vie sociale selon Marcel Mauss. Accepter la parole des personnes âgées, même quand elle est difficile ou rugueuse, donner des occasions d'agir et de participer, c'est vraiment très important. Et il faut notamment que les personnes âgées contribuent à la formation des personnes qui vont les aider. Ça, c'est le Québec qui fait ça. Et je trouve qu'ils ont une expertise particulière qui est qu'ils peuvent dire ce qui les a brusqués, ce qui les a choqués, ce qui les a maltraités, qu'ils n'ont pas osé dire, et ce qui, au contraire, leur a été très, très bénéfique, alors que peut-être la personne qui avait fait les gestes favorables ne le savait pas elle-même. Et Derrida disait qu'on aide vraiment quand on ne sait pas que l'on aide. Donc, voilà. Alors, il y a une chose, moi, une idée qui me trotte par la tête depuis longtemps, qui est que notre état-providence est très marqué par des prestations. Mais je pense que les prestations, sans les relations, ne marchent pas. Une prestation, c'est à la fois un acte concret, positif, matériel ou psychologique, mais il faut qu'il y ait un peu plus. Il faut qu'il y ait du sentiment, il faut qu'il y ait... On le voit d'ailleurs dans un des films, notamment la personne en trottinette, elle est formidable, elle se donne beaucoup et apparemment elle y trouve une certaine joie, apparemment, c'est ce qu'elle dit. Beaucoup de joie. La raison d'exister, voilà. Donc ça c'est quand même très important. On est dans une logique, en matière du RSA par exemple, que j'ai plus travaillé, il y a de la prestation, il y a très peu de relations. Je ne connais pas assez le monde des EHPAD, mais quand il y a peu de personnel, les tâches à accomplir passent avant la relation. Or, la prestation sans relation, elle est moins efficace que la prestation accompagnée de relations. Même en termes de simple efficacité, il y a donc nécessité d'avoir du temps. Alors ça nous amène, c'est mon 6e point. 7e point, je ne sais plus. Ça nous ramène à la question que posait Stéphane Le Boulaert. Ça nous ramène à la question des moyens, quand même. Il faut davantage de personnel qui ait davantage de temps. D'abord, le personnel a besoin de réfléchir, il a besoin de poser les questions de maltraitance quand elles arrivent, ne pas mettre ça sous le tapis. Et donc, pour ça, il faut trouver du temps pour parler. Voilà. Et pour voir comment on règle les questions. En général, les effets ne sont pas sans cause, pour parler comme Voltaire. Alors pourquoi n'arrive-t-on pas à sortir cette fameuse loi grand âge, annoncée par plusieurs présidents successifs, et notamment par Emmanuel Macron en août 2020, qui avait annoncé une grande loi? Il y a un mystère. Je pense d'abord que les effets négatifs de l'insuffisance du personnel sont assez dispersés, pas très visibles. Ça tombe dans le quotidien gris. Et alors, bien sûr, à certains moments, il y a un scandale qui apparaît, et là, tout d'un coup, les choses apparaissent, mais bon, ça se fond dans le paysage malgré nous. Ensuite, je ne suis pas sûr que le milieu soit suffisamment organisé, ni suffisamment homogène. Que moi, je n'ai au fond jamais vu le grand mouvement social venant du monde des professionnels et demandant cette loi grand âge. Il y a eu des demandes, mais est-ce qu'il ne faut pas imaginer quelque chose? Voilà. Quand on voit les mobilisations sociales qui arrivent à se produire sur les retraites, alors que là, on est sur un problème qui est
peut-être pas aussi important, mais ça se discute. On pourrait dire qu'il est aussi important et même plus. Et voilà. Mais je crois que le problème, c'est qu'il y a toujours une urgence qui passe avant. Voilà. Il y a le besoin de reconquête économique, et il y a la santé, et il y a la transition écologique, il y a maintenant les menaces extérieures. Il y a tellement d'occasions de dépenses, de besoins de dépenses, et tellement de dettes qu'on a du mal à trouver la solution. Et donc je pense que la solution, ce sera un impôt. Il faudra un jour financer ça par un point de CSG, voilà, qu'on paiera tous. Un point de CSG, ça fait progressivement, ça fait à peu près ce que nous a dit Stéphane de Boulère. Voilà. Donc là, je pense que là, nous sommes sur un problème important. Et puis, je voulais dire un mot, pour terminer, d'une question qui me tient assez à cœur, qui a été évoquée plusieurs fois d'ailleurs, qui est la question spirituelle de la fin de vie. C'est-à-dire que bien vieillir, je pense, c'est pouvoir regarder le sens de sa vie, l'évaluer et construire le sens de la vie qui reste à vivre. Que l'on ne regarde plus de la même façon quand même. C'est bien sûr une affaire privée. Mais la perte d'autonomie, si elle advient, renouvelle le sujet. Comment, dans l'habitat inclusif, dans les établissements d'hébergement, facilite-t-on l'accès aux ressources de sens, à la méditation, au culte même? Faut-il prévoir des espaces dédiés dans ce qui est devenu pour beaucoup un lieu fermé, ou quasi fermé? Alors j'espère qu'on a dit qu'il fallait l'ouvrir. Voilà. Quant au personnel, lui aussi, il est confronté à des questions de sens en permanence. Et donc il a besoin aussi d'espaces de construction éthique, comme il a été dit tout à l'heure. Voilà ce que je voulais vous dire comme quelques conclusions. Je pense que la dimension territoriale de ce sujet est très importante. Stéphane Le Boulère a eu une bonne expression quand il a parlé de la loi. Il a dit qu'il ne faut pas faire une grande loi bavarde, comme on a une certaine tendance à le faire. Il faut une loi de programmation, a-t-il dit, d'organisation et de financement. C'est de ça dont on a besoin. Ce n'est pas une très grosse loi, mais encore faut-il la faire et drainer des moyens dans cette direction. Alors, je termine sur ce point d'interrogation. J'espère que progressivement, on arrivera à ce que tout cet effort collectif trouvera sa récompense. Voilà, mais je vous remercie de votre attention et je crois que nous avons droit à un petit pot de l'amitié.